Voilà, eh bien, on va commencer. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant les cours précédents. Oui. Les conditions Oui. décrivées au tableau, elles sont dictées par la physique? Alors, je vais en parler maintenant. Alors, on peut peut-être, justement, donc quels sont les critères de cohérence physique qui doivent être satisfaits par des conditions aux limites. Alors, je vais mettre le fil dans ma poche, sinon ça risque de mal se terminer. Bon. Donc effectivement, je vais parler. Donc aujourd'hui, on va étudier de manière systématique les symétries asymptotiques de la gravitation à 3 dimensions dans le cadre de la théorie d'Einstein avec constante cosmologique négative. Et on va voir que ces symétries asymptotiques sont décrites par 2 copies de l'algèbre de Virasoro. Donc on va faire le calcul explicite. Alors, il y a 2 manières de faire le calcul explicite. Une manière est basée sur la formulation métrique de la théorie. J'ai commencé à esquisser la semaine passée. Et l'autre est basée sur la formulation de Chern-Simons. Alors, elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide. On voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est vous esquisser comment procéder dans le cas de la formulation métrique. Et puis après, on va le faire explicitement dans la reformulation de la gravitation en termes de théorie de Chern-Simons. Bon. Donc, la formulation métrique, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas le faire explicitement, mais je vais quand même donner les grands principes et la démarche à suivre. Bon, j'ai déjà donné certaines informations les semaines précédentes. Donc là, alors, le problème d'étudier les symétries asymptotiques est lié aussi au problème de se donner des conditions aux limites. Et il n'y a pas de procédure systématique, lorsqu'on se donne le Lagrangien, de trouver les bonnes conditions aux limites. Et d'ailleurs, plusieurs ensembles de conditions aux limites peuvent être compatibles avec le Lagrangien qu'on s'est donné. Et donc, ça dépend un peu du problème qu'on considère. Et en particulier, pour la gravitation à 3 dimensions, il existe différents ensembles possibles de conditions aux limites cohérentes. On en a entendu un peu parler la semaine passée au séminaire de Stéphane de Tournai. Donc moi, je vais prendre des conditions aux limites où la métrique, l'espace-temps, est asymptotiquement antidocitaire, disons de manière assez directe. Mais donc effectivement, la première chose à faire quand on veut étudier les symétries asymptotiques, c'est se donner des conditions asymptotiques. Et donc dans notre cas, où on travaille en termes de la métrique et donc asymptotique, ça veut dire à l'infini quand R tend vers l'infini, donc où R est une distance spatiale à partir d'un point intérieur. Et donc comme on travaille en hamiltonien dans le cadre de la formulation métrique, donc ça veut dire qu'il faut se donner donc des conditions asymptotiques sur les champs, c'est-à-dire sur les variables dynamiques, qui sont les variables de l'espace des phases. Dans notre cas, c'est sur GIJ, la métrique, et son moment conjugué, PIJ. Et on veut que ces conditions asymptotiques traduisent le fait que la métrique est loin, quand R tend vers l'infini, se rapproche de plus en plus de la métrique antidocitaire. Donc ce qu'on va imposer, c'est que pour R tendant vers l'infini, enfin je peux toujours écrire ce que je vais écrire, mais GIJ plus, donc la métrique tend vers la métrique antidocitaire que j'ai donnée, plus un terme. De même, le moment conjugué à la métrique tend vers le moment conjugué antidocitaire, bon, qui en fait dans les coordonnées que je vous ai données avec le feuilletage que j'ai considéré est nul, plus un terme qu'on peut considérer petit, donc que j'ai écrit PIJ. Et donc les conditions asymptotiques, ça va être des conditions sur
la déviation par rapport à anti de Sitter. Et ce qu'on veut, c'est que les conditions sur cette déviation expriment que cette déviation tend vers 0 ou est négligeable quand on tend vers l'infini. Donc la question, c'est mais comment? Donc la question, c'est à quel... Donc ça tend comment vers 0? Bon, comme c'est des tenseurs, ils peuvent tendre vers 0, mais les composantes ne pas tendre vers 0. Ça dépend des coordonnées, donc il faudra être précis ici. On va utiliser en fait les coordonnées définies par la métrique de fond. Et donc il faut se donner le comportement asymptotique pour R tendant vers l'infini. Et donc c'est ce comportement asymptotique qu'il faut préciser, qui va définir l'espace des phases, c'est-à-dire l'espace des GIJ et des PIJ qu'on peut considérer. Alors, il y a un certain nombre de critères de cohérence qui doivent être remplis pour répondre, et on prendra après un autre exemple dans la formulation Chern-Simons. Mais tout d'abord, on veut que ces conditions asymptotiques soient telles que l'action gravitationnelle soit finie. Alors l'action gravitationnelle, elle contient une intégrale sur le temps. Bon, là, on va supposer qu'on intègre entre deux surfaces, donc il n'y a pas de problème. Convergence dans le temps, en tout cas on va se mettre à des temps finis, mais ici on a une intégrale de l'action, et puisqu'on travaille dans un espace où les sections sont infinies, ben cette intégrale ici, si le comportement à l'infini des fonctions qu'on intègre n'est pas approprié, elle va diverger. Donc ce qu'on veut, c'est que les conditions asymptotiques sur les variables dynamiques garantissent que l'action soit finie pour toutes les configurations qui obéissent à ces conditions aux limites. Donc, alors pourquoi on veut une action bien définie? C'est en particulier parce que dans l'action, il y a le terme cinétique, PQ point, et puis il y a H. Bon, on veut que l'hamiltonien, l'énergie soit finie, mais on veut aussi que PQ point soit fini. PQ point, vous avez vu, on en a parlé, c'est ce qui détermine la forme symplectique. Donc on veut avoir une structure symplectique bien définie pour les configurations de G et de pi qu'on examine. Bon, alors ça, ce n'est pas encore très fort comme critère. On veut aussi que ces conditions asymptotiques traduisent le fait qu'on tend vers anti de Sitter. Donc, c'est-à-dire que plus on s'éloigne des sources, plus on va se rapprocher de la solution où il n'y a pas de source, qui est anti de Sitter. Donc, on demande que ces termes-ci soient négligeables par rapport à ces termes-là. Mais on veut aussi que... Bon, alors on pourrait dire, bon, ben c'est facile, on va imposer qu'ils tendent vers 0, qu'ils soient à support compact ou des choses comme ça, mais ça serait évidemment beaucoup trop fort, donc on ne peut pas non plus imposer des conditions trop fortes de décroissance vers 0, parce qu'on veut que ça contienne les solutions physiquement intéressantes comme les trous noirs. Alors physiquement intéressantes, ça va dépendre du problème qu'on considère, mais en tout cas ici, on a envie d'inclure dans l'espace des phases les solutions trous noirs que je vous ai données. Et pour les solutions trous noirs, il y a une certaine décroissance à l'infini de HIJ et de PIJ, donc il faut autoriser cette décroissance. Donc on voit qu'il ne faut pas être trop strict dans les conditions limites parce qu'on risquerait d'éliminer des solutions intéressantes, mais il ne faut pas être trop souple non plus parce que si on dit ben, ça ne décroît pas, ben, on risque d'avoir une action qui est infinie. Donc c'est là qu'il y a un peu bon, un art est un grand mot, mais ce n'est pas une procédure absolument systématique. Et ensuite, quand je dis qu'on veut que loin des sources, l'espace ressemble de plus en plus à anti de Sitter, ben on veut que asymptotiquement les symétries soient au moins les symétries on retrouve asymptotiquement les symétries de la solution anti de Sitter. Alors je vous ai dit à 3 dimensions, le groupe anti de Sitter c'est SO22, qui est un groupe d'isométrie à 6 paramètres, et donc on veut que lorsqu'on va calculer les symétries asymptotiques associées à cette théorie, avec ces conditions limites, qu'on retrouve parmi les symétries asymptotiques au moins SO22. C'est-à-dire le groupe de symétrie, d'isométrie de la métrique de fond d'anti de Sitter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on retrouve comme symétrie asymptotique? Donc une symétrie asymptotique, c'est quelque chose qui préserve les conditions limites. Il ne faut pas sortir de l'espace des phases qu'on s'est défini. Donc sous l'action des difféomorphismes associés à SO22, on veut que les conditions soient invariantes, mais on veut aussi que l'action soit invariante, ce qui garantira que la transformation est une transformation canonique.
et qu'elle possède donc un générateur. Donc voilà, donc il y a toute une série de conditions qu'on veut voir satisfaites. Et en fait, je vous ai donné, la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, des conditions asymptotiques sur HIJ, oui, la semaine passée, et PIJ. Donc en fait, ça a été fait la fois passée dans la formulation métrique. Alors ces conditions sortaient un peu... je n'avais pas tout justifié, j'avais montré que certains termes étaient compréhensibles, peut-être les autres c'était un peu plus par essai et erreur et réessai qu'on les trouve. Mais enfin, je les avais écrites. Je ne vais pas les réécrire ici parce qu'on va tout refaire de A à Z dans la formulation Chern-Simons. Et puis j'avais en particulier vérifié, non pas qu'elles étaient invariantes sous tout SO22, mais en tout cas par translation dans le temps. Bon, ça c'était la partie facile, c'est ce que j'ai fait. Et donc on avait vu que D sur dt définit une symétrie asymptotique, que ça laissait les conditions limites invariantes, mais également l'action invariante. Et donc on pouvait associer un générateur à D sur dt. Et alors c'est un difféomorphisme impropre. Donc c'était en fait, comme générateur canonique, une combinaison linéaire des contraintes. Donc il faut prendre le xi perpendiculaire correspondant à d sur dt. Bon, donc il faut projeter sur la normale, hein, donc c'est la composante, enfin, on va voir apparaître le laps, fois h, plus la composante qui tend vers 0 à l'infini, mais qui est nulle en général le long de xi de i des vecteurs de d sur dt. Donc ça c'est la partie, disons, qui est toujours la même, c'est des difféomorphismes. Et puis il y a un terme de surface qui est en fait égal à l'énergie, et que en fait c'est réellement l'expression qui a été calculée d'abord par ADM lorsque lambda est égal à 0, mais le calcul procède de la même manière, donc je vais appeler ça l'énergie ADM, qu'on avait calculée aussi la semaine passée. Donc je vous rappelle l'équation clé qui permet de trouver le générateur. C'est toujours la même, donc on calcule la contraction interne de la forme symplectique par la transformation engendrée par d sur dt. Donc c'est réellement un vecteur de l'espace des phases. Ici, ce n'est pas le même. Hein, donc peut-être j'écris... c'est la transformation de l'espace des phases associée à d sur dt. Et on dit ça, c'est moins la dérivée extérieure dans l'espace des phases, que j'écris aussi parfois delta, ou parfois dv, les deux notations sont pareilles, du générateur. Et donc, comme c'est une transformation canonique, il y a une solution à cette équation. La solution, la voici. Et j'ai fait le calcul explicitement la semaine passée. Alors, une fois qu'on a trouvé ces conditions limites et qu'elles satisfont ces conditions, donc ça, c'était juste pour illustrer, hein, il faut effectivement déterminer toutes les symétries asymptotiques, c'est-à-dire les difféomorphismes de manière générale qui laissent les conditions limites et l'action invariante. Donc ces difféomorphismes en général vont généraliser ceci. Là, c'était pour un d sur dt particulier. En général, ça prend toujours la même forme, mais la forme de xi perpendiculaire, donc là, ça prend la même forme en termes de variable de l'espace des phases. Donc c'est une combinaison des contraintes, plus un terme de surface. Et le terme de surface va dépendre du choix des symétries asymptotiques, va dépendre des symétries asymptotiques. Donc quand la symétrie asymptotique correspond à d sur dt, on trouve l'énergie, mais par exemple, on peut voir aussi que ces conditions limites sont invariantes par rotation de l'angle phi. Donc si je prends pour le vecteur ici les rotations, donc ça veut dire pas de déplacement hors de l'hypersurface, des hypersurfaces, mais uniquement du xi phi, on aura un autre terme de surface, qui sera le moment cinétique. Bien, et donc on détermine chaque fois le b par l'équation, la même équation, mais on prend le x correspondant à xi perpendiculaire xi i, donc ça va dépendre du champ de vecteur, de la déformation de l'hypersurface, oméga est moins dv fois le générateur, q. Donc on trouve q, et donc c'est-à-dire on trouve b, parce que dans Q, on connaît la partie de volume, c'est toujours une combinaison des contraintes, mais
B doit être déterminé de manière à avoir une solution de cette équation, exactement, sans termes de surface. Donc il faut ajuster tous les termes de surface de manière à ce qu'on ait exactement ceci. C'est ce que j'ai fait comme calcul la fois passée pour l'énergie, et ça détermine Q. Alors, une fois qu'on a les difféomorphismes qui laissent, une fois qu'on a calculé tous les générateurs associés à toutes les symétries asymptotiques, on se pose la question de savoir, parmi ces symétries asymptotiques, lesquelles sont propres et lesquelles sont impropres. Donc je vous rappelle, lesquelles correspondent à des transformations de jauge propres, lesquelles correspondent à des transformations de jauge impropres, et je vous rappelle que la différence, c'est la valeur du terme de surface. Donc pour les transformations de jauge propres, donc dans notre cas pour les difféomorphismes propres, le terme de surface s'annule, et donc le générateur, lorsque les contraintes sont satisfaites, est nul. Et on sait que dans la théorie quantique, que ces transformations correspondent à une redondance, et que dans la théorie quantique, il faut imposer que les états physiques soient annihilés par ces générateurs-ci. Par contre, il existe aussi des symétries asymptotiques qui correspondent à des transformations de jauge impropres. Ce sont celles pour lesquelles B est différent de 0, et celles-là changent réellement l'état physique du système. Et le vrai groupe de symétries asymptotiques est le quotient des symétries de jauge complètes par les symétries de jauge propres. On quotiente par les symétries de jauge qui sont des vraies symétries de jauge qui correspondent à une redondance, et c'est le groupe de symétries asymptotiques. Et donc l'algèbre de symétrie asymptotique, on la calcule en faisant le quotient. Donc je vous ai dit que le quotient avait un sens parce que les symétries de jauge propres forment un idéal, et donc on peut quotienter, et on obtient toujours une algèbre de Lie après quotient. Donc l'algèbre de Lie asymptotique, oui, je vais peut-être écrire asymptotique, et donc le quotient. Et si on fait le calcul avec les conditions limites que je vous ai données, donc je vous ai ici rappelé les principes généraux, mais revenons à notre problème. Je fais le calcul explicite avec les conditions aux limites que j'ai écrites la semaine passée. Donc on cherche les difféomorphismes les plus généraux qui laissent invariants les conditions aux limites et qui laissent invariante également l'action. On calcule les générateurs correspondants, on fait le quotient, on trouve que le quotient contient bien SO2,2, c'est-à-dire contient bien les symétries caractéristiques d'antideucitaires, les isométries d'antideucitaires, mais contient en fait beaucoup plus. Et en fait, c'est une algèbre de Lie infinidimensionnelle. Et c'est une algèbre infinidimensionnelle qui est en fait isomorphe à 2 copies de l'algèbre de Virasoro, que je vais écrire tout à l'heure, pour ceux qui ne la connaissent pas, avec une charge centrale. Chacune des copies a la même charge centrale dans ce cas-ci, qui est donnée par 3L sur 2G, où donc L, c'est le rayon de courbure d'antideucitaire, donc associé à, rappelez-vous, lambda, c'est moins 1 sur L carré, où lambda est la constante cosmologique et où grand G est la constante gravitationnelle. Alors, les calculs dans la formulation métrique peuvent être faits. D'ailleurs, ils ont été d'abord faits dans la formulation métrique, mais c'est assez lourd. Bon, vous avez vu, calculer l'énergie ADM, ça prenait déjà un certain temps. Donc, si vous prenez des vecteurs de symétrie asymptotique un peu plus compliqués, le calcul est un peu plus compliqué. Et je ne vais pas le faire dans la formulation métrique. Je vous ai juste esquissé les grands principes, et je vous ai aussi... j'ai quand même illustré le calcul dans un cas particulier, lorsque le vecteur de la symétrie asymptotique, c'est d sur dt. Pourquoi je ne vais pas le faire dans la formulation métrique? Parce qu'il existe une formulation plus simple, la formulation de Chern-Simons, et que les calculs dans la formulation de Chern-Simons sont bien plus directs, et qu'on voit tout de suite quelles sont les symétries asymptotiques, et quelle est l'algèbre des symétries asymptotiques, et quelle est la valeur de la charge centrale. Donc je vais faire ça dans ce cas-là. Donc je vais reformuler, il se fait qu'à 3 dimensions, on peut reformuler la gravitation comme une théorie de Chern-Simons, et donc je vais maintenant vous expliquer comment, et puis on reviendra au problème des symétries asymptotiques. Oui? Une petite question. Quand on prend le Lagrangien avec son terme de bord, vraiment par difféomorphisme qui prend des formes différentes dans le bulk et dans le boundary, comment ça se traduit quand on écrit les identités de Ward? Alors il y a les identités de Ward associées aux symétries de jauge. Alors là, le terme de bord, on peut supposer...
Oui, mais la reparamétrisation, en général, on les regarde pour des reparamétrisations qui tendent vers l'infini, vers 0 à l'infini. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, les autres, elles vont donner des identités d'Edward, comme pour les identités d'Edward pour les symétries, de vraies symétries. Et là, le terme de bord, il faut le garder, il est dedans. Mais donc, mais ça veut dire que... Ben, formellement, ça dépend. À un moment donné, oui, mais le formalisme, disons général, c'est toujours les mêmes idées. Enfin, il y a plusieurs manières de dériver les identités d'Edward, mais soit c'est des... Parce que la charge centrale, finalement, elle va affecter, qui va apparaître, elle affecte Lorentz local ou les diffeomorphismes. Lorentz local au bord. Non, là, donc, alors, ce qui est important, c'est que les difféomorphismes au bord, dans la formulation métrique, on voit que les difféomorphismes, donc, les difféomorphismes au bord ne sont pas des symétries de jauge propres par lesquelles il faut prendre le quotient. Donc le fait qu'il y ait une charge centrale, ce n'est pas un problème. C'est vrai que si c'était des transformations de jauge, ça pourrait conduire à un problème, mais dans la mesure où les états ne doivent pas former la représentation triviale de ces difféomorphismes au bord, ça n'est pas un problème. Si on demandait que les états soient annihilés par les difféomorphismes au bord, on aurait un problème avec la charge centrale. Mais comme on ne le demande pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est bien important de voir que les difféomorphismes au bord sont des transformations de jauge impropres et changent l'état physique. C'est ça. Et l'invariance de Weil, à un moment donné, il faut l'introduire sur le bord? Ici, pas. Non. Il y a plusieurs formules. Bon, il y a plusieurs formulations. Il y a des formulations où on peut remplacer une symétrie par une autre et peut-être qu'on peut travailler avec Weil. Mais ici, il n'y a pas d'invariance de Weil et je n'ai pas de champ associé à cette symétrie supplémentaire. Donc, mais c'est vrai qu'il existe plusieurs formulations et que certaines formulations permettent de court-circuiter certaines choses que peut-être d'autres ne permettent pas ou court-circuitent autre chose. Mais en fin de compte, on obtient, je pense que tout le monde est d'accord, qu'avec des conditions limites que je n'ai pas écrites mais que j'avais écrites la fois passée ou équivalentes à celles-là, on obtient à la fin comme symétrie. Ce qu'il y a, c'est que quand on a plusieurs formulations, ce qui va changer, on va introduire plus ou moins de redondance et donc plus ou moins de symétrie de jauge propre. Et donc il faudra quotienter par plus ou par moins. Mais en fin de compte, quand on calcule le quotient et qu'on regarde ce qui reste, on va toujours trouver 2 Virasoro avec une charge centrale ici. Alors, donc, je vais maintenant, donc ça c'est 2, la formulation de la gravitation, ou reformulation de la gravitation, donc de la gravitation d'Einstein. Donc c'est à 3 dimensions, comme théorie de Chern-Simons. Et donc je vais considérer spécifiquement, même on peut le faire pour les autres valeurs de la constante cosmologique, mais bon, comme je m'intéresse à Anti de Sitter, je vais considérer spécifiquement le cas où la constante cosmologique est négative. Et dans ce cas-là, bon, pour spécifier ce que c'est la théorie de Chern-Simons, il faut préciser le groupe de jauge, mais il s'avère que le groupe, ou l'algèbre de jauge, bon, le groupe de jauge, c'est SO2,2. Donc ce sera une théorie de Chern-Simons basée sur SO2,2. Si j'avais pris une constante cosmologique positive de Sitter, alors ce serait SO3,1. Si j'avais pris l'espace plat, j'aurais ISO2,1. Mais bon, on va travailler dans ce cas-ci, puisque c'est ce cas-ci qui nous intéresse. Je vous dis simplement que cette propriété n'est pas spécifique à Anti de Sitter, c'est aussi vrai pour les autres valeurs de la constante cosmologique, ou les autres signes de la constante cosmologique. Et donc l'affirmation est la suivante, c'est que l'action d'Einstein, donc est 1 sur 16 pi grand G d3x R, donc c'est la courbure à 3 dimensions, ici d'espace-temps, moins 2 lambda, racine de moins g, plus les termes au bord, donc qui dépendent des conditions limites. Et donc, qui conduit aux équations d'Einstein, G mu nu, donc R mu nu moins 1 demi, R G mu nu
plus lambda G mu nu égale à 0, ça c'est les équations associées à ça, est équivalente, je prétends, à l'action de Chern-Simons, donc K sur 4pi, intégrale d3x. Alors j'écris trace, mais il faudra que je... Oui, en fait là, A mu d nu à rho, donc j'écris les choses en composantes, plus 2 tiers A mu A nu à rho, donc c'est l'action qu'on a déjà rencontrée, mu nu rho, plus terme au bord. Bon, on va discuter tous ces termes-là après, mais pour le moment on ne le fait pas. Ou, donc les équations du mouvement, on sait que c'est la courbure est égale à 0. Donc ça c'est d mu a nu moins d nu a mu, plus, oui, donc le commutateur, donc je vais écrire ça, fa bc ab mu ac nu. Ça, c'est la définition de la courbure, est égale à 0, où la constante K est reliée à grand G par la formule L sur 4G. Et donc les composantes A lambda, ici, ben c'est l'élément de l'algèbre de Lie de SO2, où les matrices TA sont des matrices de l'algèbre de Lie de SO2. 2. Donc la connexion est à valeur dans l'algèbre de Lie. Alors, donc ça c'est une affirmation. Les deux théories sont équivalentes et je vais pas démontrer en détail l'affirmation, mais je vais vous donner, je pense, suffisamment d'informations pour que vous puissiez compléter ce qui manque et vous convaincre qu'effectivement c'est vrai. Donc je vous rappelle aussi qu'à 3 dimensions, la constante de gravitation est telle que m fois g est sans dimension. Où m est une masse. Donc grand G a la dimension de l'inverse d'une masse, et probablement que je fais C égale 1 partout. Mais... Bon, alors, avant même de se lancer dans les calculs, il y a une première chose qu'on peut observer et qui peut-être renforce, enfin, qui montre qu'il n'y a pas de contradiction directe, disons, dans cette affirmation. C'est qu'on a vu que la gravitation à 3 dimensions n'avait pas de degré de liberté locaux. C'est-à-dire qu'on a vu la chose suivante, c'est que les équations d'Einstein déterminent complètement R mu nu, dans ce cas-ci en termes de lambda et de la métrique. Il y a des questions ou ça vient d'ailleurs? Non. Bon, peu importe. Donc, le tenseur de Ricci est complètement déterminé par la métrique et la constante cosmologique, et on a vu qu'à 3 dimensions, le tenseur de Riemann était complètement déterminé par le tenseur de Ricci. Donc ça veut dire que le tenseur de Riemann va être complètement déterminé par ces équations, et en fait va prendre la forme de ce qu'on appelle tenseur de Riemann d'un espace à courbure constante. Ça, c'est ce qui sort des équations d'Einstein. Donc G alpha, gamma, G bêta delta, moins G bêta gamma, G alpha delta. Donc ça, c'est ce qui sort des équations d'Einstein. Les équations d'Einstein à 3 dimensions fixent complètement le tenseur de Riemann. Donc le tenseur de Riemann n'a pas de degré de liberté propre. Ce correspond au fait qu'il n'y a pas d'onde gravitationnelle à 3 dimensions. Et ces équations-ci, en fait, me disent que dans un ouvert de coordonnées, je peux toujours ramener la métrique à la forme antidocitaire. Donc, en d'autres termes, localement, il n'y a qu'une seule solution, à un difféomorphisme près. Et donc, par une transformation de jauge, dans un ouvert, je peux toujours me ramener à la forme antidocitaire. Il n'y a pas de degré de liberté locaux.
De l'autre côté, côté Chern-Simons, les équations ici me disent que la courbure est nulle. Mais si la courbure est nulle, ça veut dire que par une transformation de jauge de Chern-Simons, je peux ramener la connexion, en tout cas dans à nouveau un ouvert, donc il peut y avoir des problèmes globaux, on en parlera, je peux ramener la connexion à A égale à 0. Et donc à nouveau, à une transformation de jauge près, il n'y a qu'une seule solution. À une transformation, à un difféomorphisme près, il n'y a qu'une seule solution aussi. Bon, alors évidemment, ce que j'ai dit, c'est vrai pour tout théorie de Chern-Simons. Donc la question, c'est qu'est-ce qui détermine le fait que c'est SO2,2 et comment on voit de manière explicite le lien entre la côté, disons, métrique ou gravitationnelle habituelle et la formulation en termes de connexion. C'est ce que je vais faire maintenant. Mais on m'en voit en tout cas que dans les deux cas, on a deux théories qui n'ont pas de degrés de liberté locaux, qui n'ont que de degrés de liberté globaux ou topologiques. Bon, ça va dépendre de ce qu'on considère comme espace-temps, mais en tout cas, localement, ce sont des théories, disons, triviales, si je puis dire. Bon, on verra qu'elles sont riches néanmoins, mais en tout cas, il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Bon. Alors, quel est le lien entre la connexion et la métrique? Alors, je vais vous indiquer comment, à partir de la métrique, on construit la connexion et qu'on a une connexion SO2,2. Alors pour ça, je vais le faire en plusieurs étapes. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner tous les détails de chacune des étapes, mais je pense que je vais donner suffisamment d'informations pour rendre les choses acceptables, plausibles, acceptables, et même vous puissiez le faire compléter les trous comme exercice. Alors la première chose, donc la première étape, je vais remplacer la métrique par ce qu'on appelle, ce que Cartan appelait le repère mobile. Donc dans ce cas-ci, je vais dire la triade. C'est-à-dire qu'en chaque point, alors les indices, il y a donc ça prend trois valeurs. Ici aussi, c'est A égale 0, 1, 2. Et mu, c'est indice de coordonnées d'espace-temps. Donc je vais introduire en chaque point trois vecteurs, dans l'espace tangent en chaque point 3 vecteurs, que je vais choisir orthonormés. C'est-à-dire, je vais supposer qu'on a la propriété suivante. Bon, ça revient, il y a plusieurs manières de l'écrire. Où état AB est la métrique de Minkowski. Donc avec ma signature. Donc j'ai introduit 3 vecteurs. Bon, ici j'ai pris les formes duales de ces vecteurs. Donc j'aurai à la fois des vecteurs. Bon, donc je peux introduire à la fois les formes E, A qui sont E, A, mu, dx, mu. Bon, je vous ai parlé des vecteurs. En fait, les vecteurs E, A, c'est donc E, A, mu, d sur dx, mu, c'est la base duale. Et donc ces vecteurs sont orthonormés. Si vous prenez le produit scalaire de 2 vecteurs de cette base, vous obtenez la métrique de Minkowski. Et donc ça se traduit, on peut en tirer différentes identités, dont celle-ci. Donc ça veut dire que la métrique peut être exprimée à l'aide de la triade. Et quand je vais parler de triade, je vais réellement me référer aux informes duales de la base ici. Mais on passe de l'un à l'autre. Ça c'est l'inverse de ça. Hein, donc c'est la même chose, moralement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si je vous donne la métrique, la triade n'est pas complètement déterminée. Qu'est-ce qu'on a comme liberté? Mais donc en fait, la triade, c'est 3 vecteurs. Donc pensons en termes de vecteurs. C'est 3 vecteurs dont les produits scalaires forment cette matrice, c'est-à-dire qui forment une base orthonormée. Mais il est clair que si j'agis sur ces vecteurs avec le groupe de Lorentz, SO2,1, j'aurai toujours 3 vecteurs orthonormés par définition du groupe de Lorentz, qui est le groupe qui laisse la métrique de Minkowski invariante. Donc il y a une ambiguïté. Si je vous donne G mu nu, vous ne connaissez pas complètement la triade. C'est déterminé à une transformation de SO, le groupe de Lorentz à 3 dimensions, de SO2,1 près. Par contre, si je vous donne la triade, vous pouvez construire directement par cette formule la métrique, dans l'autre sens. Donc là, dans ce sens-là, E détermine complètement G mu nu, mais G mu nu détermine la triade à une transformation locale près, qui est une transformation de Lorentz, en chaque point de l'espace tangent.
Alors, on peut, dans le principe d'action, remplacer G par E et considérer l'action comme une fonction des E. Donc, elle va s'écrire exactement de la même manière. Hein. Chaque fois qu'on voit G, on le remplace par sa valeur. Alors, vous allez me dire, mais on introduit tout d'un coup plus de variables. Mais je vais vous dire comment ça fonctionne. Alors, le déterminant, vous voyez que G, c'est essentiellement E au carré. Donc, le déterminant de racine de moins G, ça va être E. Donc, je vais avoir RE, où E est le déterminant de la triade, plus 2 sur L carré E. Donc, c'est ce que devient mon action. Alors, je prétends que dans cette action, je peux varier indépendamment toutes les composantes des E. Donc, ici, j'ai combien de composantes pour la métrique? On a 3 dimensions. J'en ai 6. Donc, j'ai 6 composantes de la métrique. Par contre, ici, les E, j'en ai 3 fois 3, 9. Évidemment, l'invariance de jauge locale, c'est 3 paramètres. Donc 9 moins 3, ça donne bien 6. Il y a redondance quand j'utilise les E. Alors, je prétends que cette action est en fait invariante pour ces transformations. C'est évident, puisqu'elle ne dépend que de la métrique, et que la métrique est strictement invariante pour ces transformations. Et donc il y a une invariance de jauge supplémentaire dans cette action, qui est la possibilité de faire des rotations locales, enfin des transformations de Lorentz locales. Et cette redondance garantit le fait que si on varie que les 9 équations du mouvement obtenues en extrémisant E sont égales aux 6 équations d'Einstein. Donc, on pourrait se dire, on va avoir plus d'équations du mouvement, on n'est pas sûr qu'elles sont équivalentes, mais si elles sont équivalentes, parce qu'il y a invariance de jauge, et parce qu'il y a cette nouvelle invariance de jauge qui apparaît dans cette description. Alors, la deuxième étape consiste à introduire ce qu'on appelle la connexion de spin. Alors, qu'est-ce que c'est la connexion de spin? Eh bien, je peux étudier le transport parallèle dans la base, dans la triade, dans le repère mobile de Cartan. Donc, il y aura une connexion qui caractérise ce transport parallèle. Et la connexion, je peux la réécrire donc, dans cette base du repère mobile, et il se fait que la connexion écrite dans cette base du repère mobile, on l'appelle la connexion de spin. Et donc, par exemple, si j'ai un vecteur dont les composantes, donc A ici, ça prend les mêmes valeurs, donc ça se réfère à la base donnée par la triade, je peux calculer sa dérivée covariante, et donc on aura l'expression standard, la dérivée ordinaire, et puis on aura une connexion, qui est la connexion de spin, écrivons ça comme ça. Puis ça va, le vecteur se transforme dans une certaine... On peut faire ça pour toute représentation du groupe de Lorentz. Mais donc ici, on va mettre la matrice de la représentation vectorielle. Composante AB, VB. Donc dès que j'ai une représentation du groupe de Lorentz, j'ai les générateurs infinitésimaux correspondants, c'est antisymétrique. C'est antisymétrique, ce qui traduit le fait que que la métrique est invariante par transport parallèle, et donc si je fais transport parallèle de la triade, je vais obtenir des vecteurs qui sont toujours orthonormés, et donc on va avoir une transformation, ça va définir une transformation locale de SO2,1, et donc c'est antisymétrique. Et donc c'est ça qu'on appelle la connexion de spin. Et donc je rappelle mes notations, donc ceci c'est des matrices, donc en fait c'est des delta et des eta. C'est la matrice qui caractérise les générateurs infinitésimaux de la représentation vectorielle de SO2,1. Donc si j'étudie le transport parallèle des vecteurs, c'est ces matrices-là que je dois mettre. Si j'avais pris une autre représentation de SO2,1, j'aurais une même expression pour le transport parallèle, mais ici je devrais mettre la matrice, les générateurs de la représentation correspondante. Il y aurait plus d'indices. Mais ici, c'est la représentation vectorielle, et c'est juste que si je l'écris explicitement, je suis sûr que je vais faire une faute de signe et de facteur. Donc, c'est delta CA eta DB moins delta DA eta CB avec un facteur et un signe.
ça obéit aux relations de commutation de SO2,1. Bien, mais donc la connexion de spin, c'est juste l'écriture de la connexion dans la base de triade. Et donc c'est à ce stade-ci une fonction des E et des DE. Vous savez bien, dès qu'on se donne la métrique, le transport parallèle est complètement déterminé. Donc dès qu'on se donne la triade, le transport parallèle est complètement déterminé parce qu'on demande qu'il n'y ait pas de torsion. Et ici, c'est automatique, la métrique est préservée. On travaille directement dans SO2,1. Et ça fixe complètement la connexion en termes des variables métriques, ou ici de la triade. Donc ce n'est pas une variable indépendante. Mais je peux la faire apparaître explicitement. Et en fait, la courbure ici, en termes de courbure de connexion, donc si je vois ça comme deux formes, la valeur dans l'algèbre de Lie, ben ça va prendre l'expression standard, comme pour Yang-Mills. Simplement ici, c'est pour SO2,1, et oméga, c'est la connexion SO2,1. Donc oméga, c'est quoi? C'est donc si j'appelle oméga, c'est, on va d'abord mettre un indice mu. Donc oméga, c'est oméga mu dx mu, et oméga mu lui-même, c'est cette connexion de spin, oméga mu AB, JAB, fois les générateurs de SO2,1, et comme c'est antisymétrique, pour ne pas compter les choses deux fois, on met un facteur A,5. Donc ça, c'est les générateurs de SO2,1, donc du groupe de Lorentz local. Et on peut voir que la courbure riemannienne telle qu'on l'a définie à partir de la métrique, en fait, c'est juste donné par cette expression dans la base des triades. Donc, alors, la troisième étape, c'est de passer à ce qu'on appelle le formalisme du premier ordre. Alors, peut-être que certains ont entendu parler du principe de Palatini. Donc, ce que vous avez dû voir probablement, c'est que si dans le principe d'action ici, je considère G mu nu et la connexion comme des variables indépendantes, j'ai le droit de le faire, parce que si je varie l'action par rapport à la connexion, les gammas de Christoffel, je retrouve la définition des gammas de Christoffel, et si j'élimine donc les gammas de Christoffel par leurs propres équations du mouvement, c'est des champs auxiliaires, je retombe sur l'action d'Einstein. Eh bien, quelque chose de tout à fait analogue qui existe ici. Si je prends cette action, mais que je la vois comme fonction des E et des oméga AB mu nu, donc c'est donné par la même expression, mais dans R, j'utilise cette relation-ci en termes des oméga. Donc, R va être une fonction de E et oméga, définie par ceci, puis il faut saturer les indices, donc il y aura probablement des E pour contracter les indices. Donc si je prends la même expression, mais vue comme, donc c'est un peu un abus mais où R est vu comme une fonction de oméga et de E, ben je prétends que comme pour Palatini, ici on a le droit de le faire aussi, c'est-à-dire que si on écrit les équations du mouvement obtenues en variant l'action par rapport à oméga, on retrouve la définition de oméga en fonction de E et des dérivés de E. De la même manière que si on varie le principe de Palatini par rapport au gamma de Christoffel, on retrouve la définition des gammas de Christoffel en fonction de la métrique et des dérivés de la métrique. Oui ? Mais dans cette prescription, parce que comme c'est un peu ambigu, par exemple, si dans R, je choisis de remplacer un oméga par son expression en fonction de 1, mais pas les autres. Non, tous. Il faut le faire ici. Il faut réellement que ce soit la courbure. Donc je remplace. Donc effectivement, il faut pas remplacer. C'est comme pour Palatini. Je ne peux pas remplacer certains gammas par les fonctions de la métrique et pas tous. Donc il faut effectivement être précis dans la manière où on dit voilà, là, quand je vois. Mais donc ici, la règle, en fait, c'est chaque fois qu'on voit une dérivée de E, il faut utiliser oméga. Il ne faut pas laisser des dérivées de E toutes seules. Mais effectivement, c'est un peu, comme je l'ai dit ici, c'était ambigu, mais ça peut être rendu tout à fait précis. Et c'est en fait ce que je vous ai dit. Alors quand on fait cela, donc quand on varie par rapport à oméga,
on retrouve la définition des oméga en fonction de E et de dérivées de E. Et en fait, c'est une équation qui exprime qu'il n'y a pas de torsion. Vous savez que là, c'est l'équivalent de... Donc ici, la condition de torsion n'est pas évidente, mais le fait que c'est métrique, c'est évident parce qu'on travaille directement avec SO2,1. Dans la formulation de Palettini, c'est un peu complémentaire. C'est le fait qu'il n'y a pas de torsion, c'est évident parce qu'on travaille avec un gamma symétrique, mais c'est la partie métrique qui est moins évidente et qu'on retrouve comme équation. Donc ici, on retrouve la définition de oméga en fonction des E, et puis si on remplace les oméga par le valeur, on retombe sur le principe d'action qui est ici, donc on a le droit de faire ça. Donc les oméga sont des champs auxiliaires, mais donc on a maintenant à la fois E et oméga qui apparaissent comme variables dans le principe d'action. Et alors la troisième étape, ou plutôt la quatrième étape, je ne sais plus. Oui, il y en a trois. Donc la quatrième étape, c'est de mettre ensemble E et oméga pour former une connexion SO2,2. Alors, je vais expliquer ça plus en détail. Donc, il est clair que SO2,1, qui est le groupe local qui apparaît jusqu'ici, qui est associé à la connexion de spin, est un sous-groupe de SO2,2, ou une sous-algèbre, si je travaille au niveau infinitésimal, de SO2,2. Alors là, les générateurs de SO2,1, c'est JAB. En fait, on peut compléter l'algèbre SO2,1 par de nouveaux générateurs pour former SO2,2. Ces nouveaux générateurs, je les appelais PA. Alors, combien il en faut? Donc, les JAB, j'en ai 3. Oui, donc ici, à nouveau, 3 valeurs. Et pour passer... Alors, la dimension de SO2,2, c'est 6. Donc, il me manque 3 générateurs. Donc, j'introduis 3 PA. Bon, donc, et donc, les relations de commutation de JAB et de PA sont complètement déterminées parce que je dis que c'est SO2,2. Donc, SO2 est un sous-groupe, donc les J entre eux, ça reste les J, ça n'est pas affecté par ça, mais il y aura des relations de commutation qui me disent comment les P et J, comment les P se transforment sous les J, et puis P et P va redonner du J. Donc. Oui? Toutes les manipulations, elles sont compatibles avec diff3. C'est automatique. Oui, je reviendrai. E à mu, il y a plusieurs façons d'éliminer E à mu, tu peux briser l'invariance par E. Je vais parler peut-être des invariances de jauge après. Donc peut-être à ce moment-là, on peut reposer la question. Donc juste... Le SO2,1, oui. Le SO2,2 est légèrement moins évident. Oui, mais donc je vais en parler après. Donc, je vais d'abord, on va constater que ça marche, et puis je vais faire le lien avec les difféomorphismes. À 3 dimensions. Mais la dimension, c'est de toute façon toujours la dimension d'espace. Donc les P, la notation n'est pas anodine, c'est réellement les translations. Donc il y a le même nombre d'ailleurs que de difféomorphismes. Et ça, ce n'est pas accident, c'est pas uniquement à 3 dimensions. Donc c'est la différence quand on passe de SOD à SOD plus 1. Alors, on forme ensuite la connexion suivante. Bon, et alors, il y avait eu des travaux. Donc je mets ensemble, et je vois la triade maintenant comme des composantes de cette connexion SO2,2 associées à ces nouveaux générateurs. Donc je fabrique ceci. Vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant de fabriquer ça? Alors le 1 sur L, il est mis parce que je veux que ma connexion ait des dimensions de l'inverse d'une longueur. Donc ceci à l'inverse d'une longueur, mais les E sont de 100 dimensions, donc j'ai mis un 1 sur L, qui est là. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que si maintenant vous exprimez que la courbure de cette connexion est nulle, donc si j'écris, donc ici je suis capable de calculer ça. F c'est DA plus AA. En termes matriciels. Si je ne mets pas les composantes, c'est équivalent à ça. Donc si je calcule ça pour ces éléments de SO2,2, donc en utilisant les relations de commutation de SO2,2 lorsque je calcule ce commutateur,
je vais trouver que les équations qui me disent que la courbure de cette connexion est nulle sont exactement équivalentes aux équations qui expriment. Donc je vais retrouver que la torsion est nulle en termes des objets géométriques. Je vais retrouver la torsion est nulle et donc les oméga peuvent s'exprimer en termes des E comme là. Et que la courbure ici est nulle. Donc je retrouve les équations d'Einstein. Donc les équations d'Einstein en termes de cet objet-ci, donc on pourrait se demander pourquoi on crée cet objet-ci. Mais c'est intéressant parce que cet objet-ci est tel que les équations qui expriment que sa courbure est nulle, c'est exactement équivalent aux équations qui expriment que la torsion est nulle, c'est-à-dire que oméga, c'est oméga de E dE. Je n'ai pas écrit explicitement l'expression, mais qu'on a dans la formulation du deuxième ordre, et que la courbure, qu'elle n'est pas nulle. On trouve exactement que la courbure est donnée par ça. En fait, ça apparaît réellement de l'autre côté, et ça, c'est une contribution qui vient du commutateur et du fait que l'algèbre, que l'épée avec l'épée donne des oméga. Donc le fait que c'est SO2,2. Donc équation, ceci est équation d'Einstein. Et il y a plus. Donc non seulement les équations sont les mêmes, mais si vous écrivez l'action de Chern-Simons pour cette connexion, vous retrouvez exactement cette action-ci. Donc cette action-ci peut s'écrire, donc il y a une certaine expression en termes de E et oméga, prend exactement cette forme, pour autant que les F qui apparaissent ici, c'est les constantes de structure de SO2,2. Alors d'accord, donc ça je vous demande de le vérifier vers la littérature. Dans les références que je vous ai données, vous trouverez cela expliqué. Mais donc, c'est ce qui permet de reformuler la gravitation en termes de Chern-Simons. Et une question a été posée sur les difféomorphismes. Alors, quelles sont les invariances de jauge de l'action de Chern-Simons? L'action de Chern-Simons, elle est invariante pour les transformations locales de SO2,2. Donc, j'ai un SO2,2 local. J'ai aussi, bien entendu, tout est écrit de manière géométrique en termes de forme. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais on a toujours l'invariance par difféomorphisme. Tant que tu n'as pas, je ne sais pas si tu veux poser la question, tant que tu n'as pas fait des manipulations, le diff est évident puisque c'est des produits extérieurs. Oui, voilà, donc il n'y a rien à dire, c'est juste que je ne l'avais pas dit. Mais à un moment donné, tu réduis tes 9 degrés de liberté dans le Breibein à 6, et pour faire ça, tu as besoin de faire des inversions, et là tu fais introduire la métrique. À ce moment-là. Mais oui, donc je vais maintenant dire une chose, c'est que les difféos ne sont pas indépendants des transformations de SO2,2, et que dans certains cas, on peut remplacer les translations de SO2,2 par les difféos quand la tétrade est inversible, la triade est inversible. Ça, c'est un postulat qu'on peut faire au début. Je peux le faire maintenant si j'ai envie. Non, mais je peux le faire maintenant si j'ai envie, puis je peux voir ce que sont les conséquences. Je reparlerai de ça tout à l'heure, parce qu'on va d'abord manipuler des objets qui sont inversibles. Pour Anti de Sitter, les triades et oméga sont... Enfin, la triade, en tout cas, est inversible. Mais effectivement, je pense que c'est une question importante. Et en fait, je pense que c'est une question dont on n'a pas encore une compréhension complète. Mais pour ce que je vais faire, ça ne va pas jouer. Donc, mais effectivement, je pense qu'à un niveau plus profond, et notamment les aspects quantiques de la théorie, c'est une question importante. Quelle est la signification du fait que la triade est en principe inversible pour avoir une métrique qui est une métrique non dégénérée? Mais avant ça, je voudrais dire quand même une chose à propos des difféomorphismes. Ce que je prétends, c'est que les difféomorphismes ne sont jamais, quelles que soient d'ailleurs les propriétés d'invertibilité ou pas, des transformations de jauge indépendantes de SO2,2, parce que je peux toujours écrire les difféomorphismes, et ça c'est un... Donc les difféomorphismes, c'est la connexion se transforme par dérivée de Lie.
Et donc la définition de la dérivée de Lie, c'est peut-être je le fais dans le cas abélien, mais si ce n'est pas abélien, c'est pas très. Je vous dirai comment ça va. D'abord, c'est ceci. Hein, là, attendez, normalement, c'est plus xiro mu à rho. Donc ça, c'est la manière dont un mu se transforme par difféomorphisme. Et je prétends que je peux... bon, ça, c'est une identité. Je remplace par la courbure. Donc je vais ajouter et soustraire le terme xiro à rho mu. Et donc ça va se combiner avec celui-ci pour faire xiro à rho mu. Alors dans le cas abélien, il ne faut plus rien faire parce que ça c'est la courbure abélienne. Et ça c'est la dérivée d'une certaine quantité. Et donc on voit que les difféomorphismes, et ça c'est 0 sur les équations du mouvement. Donc à une transformation de jauge triviale près, bon, c'est antisymétrique en rho et mu, donc on peut voir que c'est réellement une transformation de ce qu'on appelle une transformation de jauge triviale. Je ne vais pas rentrer là-dessus, je peux répondre plus tard s'il y a des questions. Mais on voit que les difféomorphismes peuvent s'écrire comme des transformations de jauge, et que donc les difféomorphismes ne sont pas des transformations de jauge indépendantes. Bon, on peut les inclure si on veut, mais alors c'est redondant, c'est ce qu'on appelle le cas réductible, il faudra mettre des fantômes de fantômes, etc. dans la discussion. Mais mais on peut se dire, j'en tiens pas compte puisqu'on en a déjà tenu compte lorsqu'on regarde juste le SO2 local. Alors vous voyez en plus que alors dans notre cas, dans le cas non abélien, on aura une équation, alors je l'écris puisque j'en aurai besoin. Vous devinez tout de suite ce qui va se passer. On va avoir la dérivée on va avoir la courbure qui apparaît, et le terme supplémentaire va juste compléter pour une dérivée covariante. Hein. Les choses sont covariantes, donc c'est f rho mu a plus d mu xiro a rho mu. Donc vous voyez que le paramètre de jauge associé au difféomorphisme, c'est xiro à rho mu. Et vous voyez que si je regarde en particulier pour ici, l'indice donc A mu rho a des composantes E et oméga. Si je regarde cette équation où lorsque je mets E, je vais voir la contraction de xi avec E. Et donc je peux remplacer en fait 3 des paramètres de jauge associés aux translations par les xiro. Je peux inverser. Donc en fait, on peut avoir une description où au lieu de prendre le SO2 local, et où les difféos sont des conséquences du SO2 local, on prend le SO2 local et les translations, on les remplace par les difféos. Mais effectivement, on ne peut faire ça que si ceci est inversible. Oui? Mais ce que je dois dire aussi, c'est que déjà bien avant, lorsque je dis l'action de Chern-Simons est équivalente à celle-là, dans l'action de Chern-Simons, il n'y a aucun rappel du fait que les E sont inversibles. Et donc déjà là, même avant de discuter des transformations de jauge, il y a implicitement quelque chose que j'ai supposé, quand j'ai dit que c'était équivalent, c'est équivalent, mais si on impose du côté métrique que la métrique soit non dégénérée, alors il y a une chose à imposer de ce côté-ci aussi. Oui? Je me demandais juste quand on passe de SO1 local à SO2, ça c'est juste un truc, on rajoute des degrés de liberté. Oui. Mais on identifie ceux qui étaient déjà là à ceux qu'il faut pour compléter la connexion. Donc on dit ces objets-là forment naturellement les composantes d'une connexion, mais d'un groupe plus large. Ça, on sait que c'est la connexion pour SO2,1. Alors, si j'avais... Bon, c'est non trivial, et notamment si j'avais pris un autre signe pour la constante cosmologique, c'était pas SO2,2 qu'il fallait mettre ici, mais c'était SO3,1. Donc la relation de commutation aurait été différente. Donc là il faut me croire ou il faut aller regarder la littérature. Mais c'est quelque chose que les gens avaient déjà remarqué en dimension plus élevée. C'est que si en dimension, mais évidemment, on n'a pas un Chern-Simons, mais que si je mets ensemble la connexion de signes et les repères mobiles,
et que je vois ça comme la connexion d'un groupe qui contient le groupe de Lorentz augmenté par les translations, mais avec une courbure, donc les translations avec elles-mêmes me redonnent du J. L'équation qui exprime que la courbure est nulle de cette connexion, c'est la même chose que les équations qui caractérisent De Sitter, anti-De Sitter ou l'espace plat. Oui ? Je crois que tu veux une dérivée covariante sans tu expliques la dérivée. Oui, c'était ce que je voulais. C'est ce que j'avais dit, mais c'est ce que je n'ai pas écrit. Merci. Merci. Voilà, donc tout ça pour dire que la formulation de Chern-Simons, que la gravitation est équivalente à une théorie de Chern-Simons basée sur le groupe SO2,2, modulo cet aspect qu'il faut garder à la tête, à l'esprit que on suppose que la triade est inversible et on perd toute trace de cette demande lorsqu'on réécrit les choses sous cette forme-là. Donc il faut voir si ça a un impact ou pas. Pour les symétries asymptotiques, ça n'en a pas. Peut-être à d'autres endroits, ça en a un. Mais alors, pour terminer cette comparaison générale, il y a une propriété particulière de SO2,2, c'est que SO2,2 n'est pas simple, mais est semi-simple. C'est la somme directe de deux algèbres. En fait, c'est une somme directe de SO2,1 plus SO2,1. Vous savez sans doute que SO4, c'est la somme directe de 2 SO3, comme algèbre de Lie. Et SO2,1, c'est isomorphe à SL2R. Donc on peut dire aussi que c'est la somme directe de SL2R. Et donc, on va utiliser donc ça, c'est caractéristique de SO2,2. Donc ça, c'est bon. Et on va utiliser alors des notations adaptées à cette décomposition. C'est-à-dire qu'on va redéfinir la connexion de manière à ce que... et les générateurs, de manière à ce que ces générateurs fassent apparaître le fait qu'on a une somme directe. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est... en fait, d'abord, on peut... Et ça, c'est à nouveau 3 dimensions. À partir de JAB à 3 dimensions, je peux fabriquer epsilon A, B, C. À 3 dimensions, c'est antisymétrique. Je peux remplacer ça par JA. Probablement. Et donc, je peux réécrire la connexion aussi en faisant changement de variable, comme 1 sur L, EA, PA, plus, je vais définir oméga A de la même manière, en utilisant le epsilon ABC. Et donc, je vais avoir un oméga A, JA. Je vais abaisser l'indice à l'aide de l'état AB. Donc, je peux remplacer la connexion de spin par une connexion qui a un seul indice vectoriel en utilisant le epsilon. Et alors, ce qu'il faut faire comme combinaison, c'est, on peut voir que JA plus ou moins PA, donc 1 demi JA plus ou moins PA, si je prends le plus, je serai ici, si je prends le moins, je serai là, c'est-à-dire que le commutateur d'une matrice de JA plus PA avec JA moins PA, c'est égal à 0. Donc c'est bien une somme directe. Donc le changement de base qui permet de voir qu'on a affaire à une somme directe, à partir des P et des J, c'est celui que je vous indique ici. Et donc je vais réécrire la connexion dans cette nouvelle base, c'est plus simple, et je vais avoir en fait deux théories de Chern-Simons SO2,1 ou SL2R, une pour chacun des facteurs. Voilà, alors, et donc en fin de compte, chacune de ces théories de Chern-Simons, je vais les réécrire sous forme hamiltonienne pour analyser la structure asymptotique. Et donc ça va être le point de départ de l'étude des symétries asymptotiques. Donc tout ce que je viens de voir et ce qu'on a vu tout au début du cours quand on a écrit l'action de Chern-Simons sous forme hamiltonienne nous permet de réécrire l'action gravitationnelle en termes, il y aura deux connexions. Une connexion qui je vais appeler tout ce qui se réfère au premier SL2R
plus, et tout ce qui se réfère au deuxième SL2R moins. Donc je vais distinguer les générateurs par un plus ou par un moins. Donc les générateurs, donc ça va être des matrices qui commutent. Et là, ça forme l'algèbre de SL2R, là, ça forme l'algèbre de SL2R. Et donc je vais avoir une action où j'aurai AI+, A0+, AI-, A0-. Et ça va être en fait la somme, disons plutôt la différence. Donc il faut voir ce qui vient de l'action d'Einstein. Hein. On réécrit l'action d'Einstein. Alors comme l'algèbre n'est pas simple, mais semi-simple, il y a plusieurs métriques invariantes. Et en fait, il se fait que celle qui apparaît dans la théorie d'Einstein, c'est la métrique invariante, disons, de l'un et moins la même métrique invariante. Et donc, c'est la différence qui va apparaître, c'est une métrique invariante, puisque chacun des thèmes qui apparaît dans la somme est invariant. Et où, donc, S+, donc ne dépend que des variables plus, c'est l'action de Chern-Simons que j'ai écrit sous forme hamiltonienne, K sur 2pi, dt, dr d phi, trace. Alors, je vais donner mes matrices de A phi plus AR point plus. Donc, ça, c'est plus AT et A0, c'est la même chose. F R phi plus. Donc, plus un terme de surface. Terme au bord. Ou FR phi plus, c'est égal à dr A phi plus, d phi AR plus AR plus A phi plus. Et donc ceci, c'est une connexion SL2R. Et donc j'ai la même action pour l'autre connexion, qui est aussi une connexion SL2R, mais elles viennent avec un signe moins, et K, c'est le K qui est écrit là. D'accord? Donc ça, c'est ce qui vient de cette analyse, et on est prêt maintenant pour en faire l'étude des symétries asymptotiques. Je vais peut-être juste vous donner... Je vais prendre comme base de SL2R les matrices suivantes. L-1 va être la matrice suivante. Je vais vous dire pourquoi je prends... Ce n'est pas la présentation standard en termes de base de Cheval-Serre de SL2R, mais c'est une présentation qui a un certain intérêt, que je vais vous expliquer tout de suite. Donc je prétends que l'élément de l'algèbre le plus général, de SL2R le plus général, peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces trois matrices. C'est à trace nulle. Donc SL2R, c'est des matrices 2 par 2 à trace nulle. Ça, c'est à trace nulle. Ça, c'est à trace nulle. Donc je peux mettre n'importe quoi là et n'importe quoi là. Et donc j'ai bien une base. Alors, pourquoi je prends cette base comme ça? Elle a la propriété que LI, LJ, c'est I moins J, LI plus J. Je vous laisse vérifier que les relations de commutation de SL2R dans cette base prennent cette forme-ci. Avec il n'y a pas de facteur de normalisation. Donc L0 n'est pas la normalisation standard pour l'élément de base de la sous-algèbre de Cartan. D'habitude, on s'arrange pour avoir une valeur propre égale à 2 ou moins 2. Mais bon, à part ça, c'est une autre présentation. C'est commode parce que ça ressemble très fort à Virasoro. Oui? Je reviens restant sur si tu connais S++, S-, quelle serait la dynamique associée? Alors, c'est ce que Witten a appelé une théorie de gravitation exotique. Bon, parce qu'on peut effectivement regarder ce que ça donne en termes de... On peut faire la transformation inverse. Donc on peut réécrire les choses. Donc j'aurai une dynamique pour oméga plus, enfin A plus et A moins, mais je peux voir ce que ça donne en termes de E et de oméga. Donc j'aurai des équations pour E et oméga, qui sont les objets géométriques, mais qui ne sont pas les équations d'Einstein standard. Donc c'est les théories exotiques. Pardon ? Oui, ça c'est peut-être autre chose, mais en tout cas classiquement, on peut faire ça. Oui. Bon, c'est des groupes non compacts, hein.
de toute façon. Bien, alors, ce qu'on veut faire maintenant, bon, je risque de déborder un petit peu dans le temps, mais je voudrais quand même le faire en entier, c'est calculer les symétries asymptotiques dans cette formulation. Heureusement, on va pouvoir utiliser les choses qu'on a vues. En fait, on a déjà regardé les symétries asymptotiques de Chern-Simons, mais on n'a pas pris des conditions aux limites qui reflètent le fait qu'on vient de la gravitation anti-de-Sitter. Donc maintenant, je vais parler des conditions aux limites qui sont adaptées à la métrique. Pour pouvoir discuter les symétries asymptotiques, je dois d'abord savoir quelles sont les conditions aux limites qu'il faut préserver. Donc, conditions asymptotiques. Alors, je les ai écrites, ces conditions asymptotiques, dans la formulation métrique. Donc, dans la formulation, ici, j'en ai besoin dans la formulation de Chern-Simons. Alors, à nouveau, il faut regarder comment la triade et la connexion de spin se comportent à grande distance, et ça va me dire quelles sont les conditions asymptotiques que je dois prendre. Alors regardons, pour fixer les idées, le trou noir de masse nulle. Alors le trou noir de masse nulle, qui est aussi asymptotique à anti-de-Sitter. Donc si on cherche des solutions qui tendent asymptotiquement vers le trou noir de masse nulle, ça va aussi tendre asymptotiquement vers anti-de-Sitter. Mais c'est plus facile de travailler avec le trou noir de masse nulle. Alors là, la métrique, c'est moins L carré sur R... c'est moins R carré sur L carré dt carré plus L carré sur R carré dr carré plus R carré dφ carré. Donc ça, c'est le trou noir de masse nulle. Et de moment angulaire nul aussi, moment cinétique nul. Alors, si vous regardez comment se comporte la triade ici, donc quand je parlais de triade, donc on va parler de repères mobiles dans l'espace. Donc ça, c'était dans l'espace-temps que je l'ai fait, mais on refait tout. Là, évidemment, on aura une traduction de tout ça en termes de variables d'espace. Donc il faut regarder comment se comportent les vecteurs d'espace du repère mobile. Alors, vous voyez qu'il n'y en a que ceci. Je peux l'écrire comme... j'aurai la première forme, c'est L sur R dr, en termes de la base duale, et de R dφ. Et donc les vecteurs correspondants, ça va être R sur L d sur dr et 1 sur R d sur dφ. Donc j'ai fait un choix de SO2,1 local. Quand je dis je prends cette base-ci, c'est vrai que toute base qui diffère de celle-ci par une rotation est aussi bonne. Mais je prends celle-là et je vais demander qu'à grande distance, donc là je fixe ça à grande distance, cette symétrie locale à grande distance, mes variables approchent ça. Évidemment, il faut aussi calculer la connexion de spin. Je ne sais plus où j'ai mis les indices, peu importe. Et on va obtenir une certaine expression. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez, disons, embêtant dans cette description de ma connexion. Donc, en mettant les deux choses ensemble, j'obtiendrai le comportement, ça c'est le comportement asymptotique à l'ordre dominant de A, et puis il y a des corrections, puisqu'on ne va pas regarder exactement le trou noir de masse nulle, mais on va regarder des solutions qui s'en approchent. Ça veut dire qu'il y aura une perturbation qui va tendre vers 0. Mais vous voyez que, et ce n'est pas très pratique dans les calculs, on a des coefficients ici qui explosent et des coefficients qui tendent vers 0. C'est plus commode d'avoir des choses qui tendent vers des constantes. Et il se fait que par une transformation de jauge, on peut le faire. Maintenant, si cette transformation de jauge est inversible, toute symétrie asymptotique dans une description serait aussi une symétrie asymptotique dans l'autre description. Simplement, on va conjuguer par la transformation.
Et donc, je vais passer dans une nouvelle... Je vais faire une transformation de jauge et remplacer cette connexion par une nouvelle connexion qui se comporte mieux à l'infini et où l'analyse des symétries asymptotiques est plus simple. Donc, je vais faire, disons, A nouveau, c'est égal à S-1. Donc, si c'est... Ça, c'est une transformation finie, hein, plus S-1 A ancien S. Et je vais choisir S de manière à me débarrasser de la dépendance en R. Et en fait, S est un élément de SL de R. Et en fait, on peut faire le calcul et vous obtenez ceci. Donc, il y a une composante qui explose, il y a une composante qui tend vers 0. C'est bien le déterminant 1. Et vous pouvez vérifier... Et à nouveau, ça c'est dans la littérature, c'est dans les articles que je vous ai donnés, que si vous regardez le comportement asymptotique de la tétrade, du repère local et de la connexion de spin qui viennent de ça, que vous faites cette transformation de jauge, vous allez obtenir un comportement asymptotique beaucoup plus agréable, que je vais écrire tout de suite, et qui est le suivant. Vous allez obtenir que A. Bon, alors je vais travailler avec un des deux facteurs. On peut faire la même analyse, donc le facteur plus. On peut faire exactement la même analyse avec le facteur moins. Et comme je vais travailler qu'avec le facteur plus, il n'y a pas d'ambiguïté possible, je laisse tomber le plus dans mes notations. Donc AR ici, c'est AR plus, tendra vers 0 dans la nouvelle, après l'avoir fait cette transformation. Donc c'est A nouveau, je laisse tomber aussi l'écriture nouveau. Et A phi va tendre, donc ça c'est quand R tend vers l'infini, vers une expression extrêmement simple que j'écris et puis que je commente. Et donc après il y aura des termes éventuellement sous-dominants. Mais donc vous voyez que A phi, donc AR, finalement, n'est pas très intéressant asymptotiquement. Et A phi tend, donc c'est un élément de l'algèbre de Lie, hein, donc c'est une matrice qui est combinaison linéaire des matrices L-1, L1 et L0. Il n'y a pas de L0. Le coefficient de L1 est le même, quelle que soit la perturbation. Donc ici, j'ai écrit le trou noir de masse nulle, mais la vraie métrique va avoir des corrections. Eh bien, quelles que soient ces corrections, c'est toujours, la composante selon L1 est toujours 1. Par contre, il va y avoir un coefficient, le coefficient de L-1, qui va dépendre de la forme des corrections. Donc ça vaut une certaine valeur pour le trou noir de masse nulle, en fait c'est constant et ça vaut M, ou M demi. Mais pour les autres métriques asymptotiquement antidocitaires, ça va être une fonction de phi qui peut être en fait une fonction quelconque de phi. Donc la traduction des conditions asymptotiques écrites en termes de la métrique, si vous traduisez ça en termes de la connexion et que vous faites cette transformation de jauge, voilà les conditions asymptotiques sur la connexion. Conditions asymptotiques qui, en tout cas, ne font... Puis il y aura des choses qui dépendent de R, mais qui tendent vers 0 à l'infini. Vous voyez ici qu'il n'y a plus de R qui apparaît. Il n'y a pas de terme, disons, ça tend vers un terme d'ordre 1 à l'infini, c'est ça l'avantage d'avoir fait cette transformation de jauge. Sinon, on aurait eu des termes, disons, qui étaient plus difficiles à contrôler, il faut faire attention. Ici, les termes d'ordre 1 sont ceux-là. Bon. Et donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelles sont les transformations de jauge qui préservent cette forme de la connexion? J'ai mes conditions asymptotiques. Je vais regarder quelles sont les transformations de jauge qui préservent ces conditions asymptotiques. Et puis je vais constater que parmi ces transformations de jauge, certaines sont propres, certaines sont impropres. C'est les impropres qui nous intéressent parce que c'est elles qui définissent la vraie symétrie. Alors je vais faire le calcul de ces transformations de jauge. Alors le calcul n'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait fait lorsqu'on avait considéré Chern-Simons précédemment. Parce que là, je n'avais pas mis de conditions aux limites sur A phi. Et donc, j'avais trouvé comme groupe ou algèbre de symétrie asymptotique
tout le Kac-Moody, donc SO2, dans ce cas-ci, j'aurais trouvé SO22 affine, donc l'algèbre de Kac-Moody basée sur SO22. Mais dans la mesure où j'impose des conditions sur AFI, donc j'ai des conditions aux limites plus strictes, en fait il n'y en avait pas avant, maintenant j'en ai, je dois préserver plus, et donc j'aurai moins de solutions. Et elles n'auront pas nécessairement la même structure, parce qu'elles doivent aussi tenir compte de la manière dont ça se met. En fait, ces conditions-ci, c'est bien avant qu'on étudie ou indépendamment plutôt, il y a des choses qui sont faites en même temps, que les conditions asymptotiques pour antidocitaire et l'algèbre de symétrie antidocitaire soient étudiées. Indépendamment de ça, les gens avaient regardé SL2R avec ces conditions limites qu'on appelle réduction hamiltonienne et avaient vu apparaître une algèbre de Virasoro. Mais il se fait que les conditions limites antidocitaires implémentent automatiquement le même mécanisme de réduction hamiltonienne. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la réduction hamiltonienne, ce n'est pas grave parce que je vais faire le calcul maintenant. D'accord, enfin j'espère. Donc je déborderai sans doute un tout petit peu, j'annonce à nouveau la couleur, mais c'est un calcul qui vaut la peine d'être fait parce qu'en plus normalement on peut le faire au tableau sans se tromper. Bon, on va voir. Ça, tu peux le dériver en principe du côté gravitationnel en demandant des conditions limites les plus strictes de telle sorte d'avoir la symétrie SO2 ou quelque chose. Donc ici je vais avoir plus que... je vais avoir... Non, mais en principe ça tu le déduis, mais c'est pas quelque chose dont tu dois... Ici je vais le déduire, oui. Oui, tout à fait. Donc j'ai mes conditions limites là que j'ai un peu... Pardon ? Pour obtenir ça, dans un premier temps, tu peux le déterminer de telle sorte à ce que tu aies les conditions les plus strictes possibles, de telle sorte à avoir... Oui, on aurait pu se dire ça et puis voir que ça avait un sens du côté gravitationnel. Ça dépend de quel côté on part. Mais donc il se fait que ceci, c'est l'expression antidocitaire au niveau de la connexion, asymptotiquement antidocitaire au niveau de la connexion, ça veut dire ça. Je ne sais pas si c'est ça la question, ou le commentaire. Oui ? En fait, c'est un peu voisin. Les conditions limites, sur G minu, je pense que ça ne pose pas trop de problème. Sur le repère mobile, tu as les trois choses en plus. Est-ce qu'il faut dire... Donc c'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai écrit ceci, il y a un choix de rotation qui est fait. Donc je demande, donc effectivement, asymptotiquement, je fixe des choses sur SO2,1, mais comme SO2,1, bon, en plus c'est une invariance de jauge propre, il n'y a pas de charge conservée associée à cette invariance locale, j'ai le droit de fixer cette invariance locale si j'ai envie. Donc je ne perds pas de physique en faisant ça. Est-ce que tu joues avec Lorentz local pour avoir des expressions les plus simples possibles sans le dire? Est-ce que ce que tu écris, c'est modulo des transformations? Donc j'ai aussi fait ceci, qui simplifie beaucoup. Et ceci, d'un point de vue strictement gravitationnel, ça me fait passer d'une connexion d'une triade inversible à une qui ne l'est manifestement pas. Mais comme c'est une transformation de jauge inversible, toute symétrie asymptotique qui préserve ces conditions limites-là préservera aussi, par conjugaison, les conditions asymptotiques que j'aurais écrites en termes de la triade inversible. Donc, au niveau des symétries asymptotiques, je ne perds rien, je ne gagne rien. Juste pour prendre un exemple, dans ton DS2, tu peux prendre le coefficient de DT2 égale à 1. Pardon ? Est-ce que quand tu prends ton DS2, est-ce que tu peux prendre un système de coordonnées où le coefficient du DT2 est 1 ou 2DR, peu importe l'un ou l'autre. Plutôt 2DR d'ailleurs. Et 1, oui, on peut redéfinir la coordonnée radiale. Je pense que, oui, notamment, il y a des coordonnées de Bagnados. Oui. Les dérivations ou pas? Est-ce que ce que tu veux calculer, ça va Je ne l'ai pas encore fait. Ici, ça va être très simple. Donc, mais c'est vrai, il y a des choses qu'on peut faire, même dans la formulation métrique, en utilisant l'expansion de Performant-Graham, qui revient à simplifier effectivement le coefficient ici. On voit alors où apparaissent on peut paramétriser les termes non diagonaux en termes de L+, et L-. Et donc, il y a moyen de faire des choses comme ça aussi. Bon, je choisis une dérivation. Mais non, mais c'est bien de savoir qu'il y a beaucoup de dérivations possibles. Ça ne rend que le résultat plus fort. Bien, mais quand même, j'ai un nombre limité de minutes, donc il faut que je voudrais quand même montrer comment ça fonctionne. Donc on va chercher les transformations de jauge, donc on va faire des transformations de jauge. Ça, on sait ce que c'est. Bon, alors préserver à R, c'est facile, on va regarder les transformations de jauge qui ne dépendent pas de R.
Donc ceci, ou asymptotiquement, ne dépendent pas de R. Donc je travaille finalement, on oublie R. Et le calcul est le même que si on était à distance finie d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de référence à R. Donc pour ça, c'est comme sur le bord d'un disque. Alors, j'écris l'équation. Donc ce qu'on demande... Excuse-moi, si tu étais à R fini, tu n'aurais pas le droit de dire que R tourne vers 0, par contre. Donc, Pardon? si tu étais à R fini, tu n'aurais pas le droit de dire que R est égal à 0. Ça a un sens parce que c'est une limite. Par une transformation de jauge, je peux annuler AR. Sur tout un cercle, c'est pas... ouais, tu vas avoir une fonction... Alors, il faut faire attention, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes globaux auxquels il faut faire attention. D'abord, et ça j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé il y a un petit temps, il y aura des conditions d'holonomie si j'ai juste un disque sans un deuxième bord, et si j'ai un deuxième bord, il faut faire attention à ce qu'on peut... Il y a une honolomie et une intégrale de Wilson qu'on ne peut pas annuler. Donc ça, je parlerai la semaine prochaine de ça, de ce qui se passe quand il y a plusieurs bords. Mais sur un des bords, je peux annuler AR par une transformation de jauge. Donc, j'en parlerai même peut-être la semaine prochaine. Donc voilà. Alors, il faut quand même que je fasse le calcul. Donc, on veut chercher les solutions xi, donc on fait une transformation jauge la plus générale, telle que le nouvel a phi, c'est-à-dire a phi plus delta a phi, prennent cette structure-ci, mais éventuellement avec une autre fonction L+. Donc, en particulier, ici, comme c'est toujours le même coefficient, il faut avoir 0. L0 n'est pas présent, donc il faut avoir 0 le long de A0, de L0, pardon, et donc ici, on aura une variation de delta L+. Donc j'exprime ceci à la même, j'exprime que A phi plus delta A phi à cette structure-là avec un nouveau L+. Alors qu'est-ce que ça me donne? Donc je dois résoudre l'équation. Donc là, je vais dire que xi, c'est égal à epsilon L1 plus lambda L0 plus, donc c'est un élément de l'algèbre de Lie, mu L-1, avec mu lambda epsilon fonction de phi. Je travaille, la dépendance en R, elle est limitée par ça. Et puis, voilà, donc je vais mettre ça dans l'équation. Et la dérivée par rapport à phi, je vais la noter prime. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Epsilon prime L1 plus lambda prime L0 plus mu prime L-1 plus mais le commutateur, je vais écrire les choses pour le moment, L1 moins 2pi sur k L plus L-1 avec epsilon, c'est-à-dire epsilon L1 plus lambda L0 plus mu L-1. Donc ça doit être égal à quoi? Ça doit être la variation de ceci, c'est-à-dire moins 2pi k delta L plus L-1. Et comme les éléments de l'algèbre de Lie sont linéairement indépendants, je vais obtenir 3 équations. D'accord? Alors qu'est-ce que j'obtiens selon L1? J'obtiens quelque chose là. Mais L1, alors L1, L1, ça fait 0. L1, L0, ça me donne du L1. Et L1, ça c'est réellement dans l'algèbre de Cartan. Et L1, L-1, ça fait du L0. Donc j'obtiens une contribution proportionnelle à L1 en prenant le commutateur L1 avec lambda L0. Et avec mes normalisations, L1 avec lambda L0, c'est I égale à 1, J égale à 0. Donc j'ai plus 1, L1. Donc L1, L0, c'est plus 1, L1. Donc j'obtiendrai plus lambda L1. Donc je vais obtenir epsilon prime plus lambda est égal à 0. Selon L0, qu'est-ce que j'obtiens? Lambda prime. Alors où est-ce que j'ai du L0? Alors L0, j'en ai L1, L1, ça me donne 0. L1, L0, ça me donne L1. Ah, mais L1, L-1, ça me donne du L0. En fait, ça me donne 2 L0, si on regarde l'équation là-bas. Donc j'obtiens plus 2 mu est égal à 0. Mais je pense que j'ai oublié un terme. Il y a encore un autre terme, pardon, oui. J'ai aussi L-1, L1. Donc j'ai plus
cette fois, bon, il y a un signe moins, mais comme c'est moins 1 L1, moins par moins, ça fait plus 2 pi sur k fois 2 L plus epsilon est égal à 0. Hein? Donc c'est le commutateur ici avec ça. Donc là, il y avait deux contributions. Et puis le long de L-1, ben, je vais lire. Bon, pourquoi j'ai 0 ici chaque fois? C'est parce que j'ai que du L-1. Maintenant, L-1 va me dire quoi? Mu prime qui vient de là. Alors L-1, je n'en ai pas là, j'en ai pas là, j'en ai pas là, j'en ai pas là. Ah, j'en ai ici. Alors L-1, L0, c'est moins L-1, donc j'ai plus 2pi sur k delta L plus, pardon, lambda est égal à moins 2pi sur k delta L plus. Alors il est clair que je peux prendre epsilon, pour résoudre cette équation, je peux prendre epsilon complètement arbitraire, lambda est complètement déterminé par epsilon, et puis mu est complètement déterminé par lambda, c'est-à-dire par epsilon, et par L. Alors pourquoi j'ai mis L+? J'avais dit que je n'allais jamais utiliser le plus, mais bon, je l'ai mis. Sauf qu'il est au-dessus. Hein, et donc, lambda est déterminé, mu est déterminé, et puis la dernière équation me dit la manière dont L se transforme. D'accord? Donc, et on va tout exprimer en termes de epsilon, puisque mu est exprimable en termes de epsilon, et lambda est exprimable en termes de epsilon. Alors si vous mettez tout là-dedans, donc la leçon, c'est que epsilon de phi est arbitraire, et que c'est le seul arbitraire. Donc la transformation de jauge la plus générale qui préserve les conditions limites est caractérisée par une fonction arbitraire des angles, qui est le coefficient de L1, ici. Et ensuite, la manière dont lambda se transforme, pardon, dont L plus se transforme sous cette transformation, c'est, eh bien, il faut aller lire, il faut remplacer, dans cette équation, il faut remplacer lambda par moins epsilon prime, donc il y aura du epsilon prime L plus, puis mu, il faut le remplacer, ben, vous voyez qu'il y a du lambda prime, donc j'aurai c'est du epsilon seconde, mais donc je vais avoir du epsilon 3 dérivés, et puis des termes en L plus epsilon. Donc si vous faites le calcul, voilà ce que vous obtenez. Donc substituez dans la dernière équation ce qui vient des deux premières, et vous obtenez moins k sur 4pi epsilon plus 2 L plus epsilon prime plus L plus prime epsilon. Donc c'est le calcul qui vient direct. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler des générateurs de Virasoro, c'est en fait la manière dont ils se transforment, mais il y a une charge centrale sous l'algèbre de Virasoro. Donc c'est une relation importante, mais peut-être, donc très rapidement, parce que je vois que je suis en retard, pour écrire les choses dans des notations plus familières, en termes de crochet de poisson et d'algèbre de Lie, je vais réécrire les choses. Bon, en fait, ça c'est la manière dont L+ se transforme. Mais on ne sait pas encore quel est le générateur des transformations asymptotiques. Donc quel est le générateur canonique de cette transformation. Donc j'ai calculé les symétries. Elles sont paramétrisées par un epsilon de phi arbitraire, et j'ai cette relation qui me détermine complètement lambda et mu. En plus de ça, j'ai gagné comme information la manière dont ce coefficient-là se transforme. Et se transforme comme ça. Mais j'ai encore la question de savoir quel est le générateur Hamiltonien, quelle est la charge, quel est le générateur hamiltonien de cette transformation. Alors on sait que c'est une transformation de jauge, donc le générateur hamiltonien, c'est l'intégrale dans le volume de la contrainte multipliée par le paramètre de jauge plus un terme de surface qu'on avait même déjà déterminé. Donc en fait on a tout ce qu'il faut pour calculer le terme de surface. On va prendre les formules
que je vous ai donné. Et donc on va voir que le générateur de cette transformation-ci, ça va être moins k sur 2pi, ça c'est un terme qu'on a calculé au début du cours, l'intégrale de volume FA, R phi, epsilon b, état AB. Donc ça c'est la trace de LA, LB, où les LA et les LB sont donnés là, plus une intégrale de surface qui avait été écrite, et qui a aussi une trace, mais donc il faut calculer la trace de epsilon fois phi en fait, et si vous substituez epsilon, enfin du paramètre de jauge fois phi, et si vous faites cette substitution, donc dans les formules que je vous avais données au début du cours, vous allez obtenir exactement l'expression suivante. C'est-à-dire que le coefficient L plus de A phi, enfin le coefficient de L-1 dans A phi, n'est autre que la valeur du générateur de la transformation de jauge lorsque la contrainte est satisfaite. D'accord ? Donc on applique les formules déjà vues à ce cas-ci, et voilà ce qu'on trouve. Et donc on voit que c'est pour ça qu'on a choisi la normalisation. Vous auriez pu vous dire pourquoi on normalisait le plus comme ça. Ben, toute cette normalisation a été choisie de telle manière à ce qu'ici, on ait un coefficient 1. Et donc on apprend que L+, A phi, est le générateur de transformation de jauge asymptotique, et il se transforme comme ceci selon les transformations asymptotiques. Donc ceci me donne donc les crochets de Poisson de ces générateurs, puisque le crochet de Poisson d'un générateur avec un autre générateur, c'est la manière dont le premier se transforme sous la transformation engendrée par le deuxième. Mais je connais la transformation. Ça veut dire que je connais le crochet de Poisson. Et donc je peux lire directement le crochet de Poisson à partir de là. Et voilà ce qu'on obtient. Alors à nouveau, c'est des exercices faciles, donc je ne vais pas les faire explicitement au tableau. Mais je voudrais quand même écrire le résultat. Donc à partir de la variation de L+, on obtient le crochet de Poisson. Bon, on devrait dire. Alors le crochet de Poisson, c'est réellement avec le terme de volume, mais que je n'écris pas explicitement. Je vous ai déjà dit ça. Donc L plus de phi prime, c'est égal à L plus de phi plus L plus de phi prime dérivé par rapport à phi de la fonction delta phi moins phi prime. Mais puis il y a un terme de charge centrale donc ce terme-ci avec 3 dérivés de delta va vous donner le terme qui est ici et les autres termes reproduisent cette transformation de L+, homogène. Et donc ceci, comme je vous le dis, ça vient directement de ce que j'ai écrit là. On interprète ceci comme crochet de Poisson, c'est de L plus de phi avec l'intégrale des phi prime de L plus de phi prime des phi prime. Et la seule chose qui compte, c'est les termes de bord. Il y a à chaque fois la partie de bulk, mais elle est nulle lorsque les contraintes sont satisfaites, et elle est invariante et elle reste nulle sous l'action des transformations. Mais donc ça, c'est ça. Et donc vous pouvez lire le crochet de Poisson en comparant cela avec ça. Et c'est ce que j'ai fait pour obtenir à cette expression. Le fait qu'il doit y avoir des relations de consistance, que les contraintes, avec le newtonien, etc., pour le terme de bord, ça marche exactement. C'est trivialement satisfait pour le terme de bord, parce que c'est un terme de bord où il faut vérifier. Alors, non, le terme de bord, effectivement, mais c'est un théorème général, mais c'est un théorème général qu'il faut établir, qu'effectivement, le terme de bord définira une fonction de première classe, c'est-à-dire qui commute avec les contraintes. Et c'est ce qui permet de dire que les transformations de jauge propres forment un idéal, d'ailleurs, de ce groupe. Mais ce n'est pas garanti d'avance, parce que la manière dont on obtient le terme de bord... C'est-à-dire que c'est garanti d'avance s'il y a une invariance de jauge. Si tout vient d'une invariance de jauge, oui. Le diff, tu le prends comme invariance de jauge ou c'est autre chose? Non, si c'est une invariance de l'action, pardon. Une invariance de l'action. Oui. Y compris sur le bord.
Non, c'est-à-dire c'est une invariance de l'action, en ce sens que ça transforme l'action en des termes qui peuvent être non nuls au bord, mais temporels, effectivement. Ça doit être une symétrie. Donc, une symétrie en langage hamiltonien, c'est... Quand tu es arrivé là, il faut vérifier la consistance. Non, ici pas. Dans ce cas-ci, pas. Non. Alors, peut-être... Donc ça, c'est Virasoro avec une charge centrale que je vous ai dit. Donc, c'est 6K, la charge centrale. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écrire Virasoro, disons, sous forme de fonction de phi. Donc, si vous faites la transformation de Fourier, vous allez obtenir la forme de Virasoro. Alors, je l'ai sous forme de crochet de poisson. Donc, donc si j'appelle les composantes de Fourier Lm et Ln, on obtient la forme standard m cube. Donc ici, c'est parce que le 0 est fixé par le trou noir de masse nulle et pas par antidocitaire. Sinon, il y a un shift de m cube en m cube moins m. Donc la réécriture de ceci en termes des composantes de Fourier, c'est ceci. Alors, comme c'est le crochet de poisson classique, en fait, il y a réellement un i qui apparaît, et quand vous passez au commutateur, qui est i fois le crochet de poisson, c'est ceci. D'accord? Et donc, vous voyez apparaître la charge centrale C, avec les normalisations, c'est qui est égal à 6K, puisque ceci, on définit la charge centrale comme C sur 12, comme le coefficient de ceci. Donc C sur 12, c'est bien 6K, et donc si vous remplacez K par sa valeur gravitationnelle, c'est bien 3L sur 2G. Alors, j'espérais faire un tout petit peu plus, mais j'ai quand même couvert le calcul central qui est celui-ci. Donc la conclusion, c'est que les symétries asymptotiques de la gravitation antidocitaire forment... En fait, il y a une deuxième algèbre de Virasoro pour le deuxième SL2R, ça se traite exactement de la même manière, forme une algèbre isomorphe à l'algèbre de Virasoro avec une charge centrale donnée par cette valeur. Donc complètement déterminée par le rayon gravitationnel, le rayon de l'espace antidocitaire et par la constante de Newton. Alors, très rapidement, mais je sais que j'ai dépassé, mais comme c'est la dernière leçon structurée, puisque la semaine prochaine, ce sera un jour de séminaire, il y aura trois séminaires l'après-midi, un de Daniel Jafferis, j'en ferai un moi sur ce qui se passe quand il y a plusieurs bords, et puis un d'Edouard Huiten. Et donc c'était en un sens la dernière leçon du cours structuré. Donc juste dire que ces résultats, c'est les mêmes que les résultats de la formulation qu'on obtient dans la formulation métrique. En fait, ils ont d'abord été obtenus dans la formulation métrique. Dire que pour le trou noir, si on calcule L0 on peut calculer L0 et plus et L0 moins, et on verra que c'est lié à M et à J. Et enfin, dire que la formulation de Chern-Simons permet tout de suite de passer à des généralisations. Par exemple, la supergravité se traite comme Chern-Simons, et on peut généraliser ces conditions qu'on appelle réduction hamiltonienne de lowest weight, de conditions de poids. C'est le poids le plus bas dans la représentation qui a un coefficient non trivial, à la supergravité, à des théories de spin plus élevées également. Et donc la formulation de Chern-Simons permet de traiter immédiatement d'autres cas de la même manière. Alors, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je vous montrerai ce qui se passe quand il y a plusieurs bords. On va trouver plusieurs copies de Virasoro, mais aussi des subtilités qui font que les bords se parlent entre eux. Mais ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je pense que ce sera aussi le sujet du séminaire qui vient donc dans un quart d'heure. Bon, désolé pour le retard, mais comme c'est la dernière leçon au tableau, je voulais terminer ce calcul. Voilà, merci beaucoup.